D'abord, bonjour à tous. Je voudrais bien sûr vous remercier pour votre invitation et vous féliciter pour l'organisation de cette journée qui m'a l'air très enrichissante. Je n'ai pas pu assister à tous vos échanges ce matin, mais j'ai quand même entendu les témoignages de Nathan, Hélène, Maïté et Thérèse. Je voudrais d'ailleurs les remercier pour leur touche d'optimisme que j'ai entendue aujourd'hui. Alors, la question des troubles de l'apprentissage et de leur compensation via l'utilisation des outils numériques est un sujet dont l'APEDA s'est emparée avec brio. C'est la raison pour laquelle nous soutenons le projet Numabib et je tenais vraiment à vous remercier pour votre implication auprès des élèves à besoins spécifiques et de leurs enseignants. Dans le cadre des réformes prévues par le Pacte pour un enseignement d'excellence, 2 chantiers sont plus spécifiquement en lien avec la thématique qui nous occupe aujourd'hui. Le premier de ces chantiers s'intitule « Répondre aux besoins spécifiques des élèves et décloisonner l'enseignement spécialisé » et le second s'appelle « Réussir la transition numérique ». Nous sommes partis en réalité du constat que notre système scolaire actuel sépare, bien plus que ce n'est le cas dans d'autres pays, les élèves en fonction de leurs profils psychosociaux, de leur type d'intelligence, de leur origine sociale et de leurs résultats scolaires. Le Pacte a souhaité opposer à ce modèle de séparation un modèle d'école inclusive dans le cadre duquel le décloisonnement de l'enseignement ordinaire et de l'enseignement spécialisé occupe une place centrale. Il préconise d'une part de renforcer les mesures qui favorisent l'inclusion ou le maintien dans l'enseignement ordinaire d'élèves présentant des besoins spécifiques mais moyennant des aménagements raisonnables et d'autre part d'encourager l'intégration totale ou partielle d'élèves de l'enseignement spécialisé dans l'enseignement ordinaire moyennant un soutien spécifique de la part des acteurs de l'enseignement spécialisé. La déclaration de politique du gouvernement abonde dans ce sens également en prévoyant, je cite, de diminuer le nombre d'élèves fréquentant l'enseignement spécialisé en favorisant l'inclusion dans l'enseignement ordinaire chaque fois que cela s'avère possible et en dégageant les moyens nécessaires à leur inclusion. Nous avons constaté, d'une part, qu'un nombre important d'élèves à besoins spécifiques actuellement scolarisés dans l'enseignement spécialisé peuvent poursuivre leur scolarité dans l'enseignement ordinaire si ces élèves, comme leur équipe éducative, peuvent bénéficier de soutien adéquat. D'autre part, nous avons constaté plus globalement que la prise en charge des élèves à besoins spécifiques dans l'enseignement ordinaire doit être améliorée. Le processus d'intégration que vous connaissez avait rendu possible la prise en charge d'élèves à besoins spécifiques en les maintenant dans l'enseignement ordinaire avec une aide de l'enseignement spécialisé. Mais les études menées dans le cadre du Pacte pour un enseignement d'excellence ont démontré 2 choses. La première chose est que ce mécanisme n'était pas mis en place partout avec le même succès et avec la même intensité, celui-ci dépendant notamment de l'implication plus ou moins importante des équipes éducatives quant à la prise en charge des besoins spécifiques. Ce qui veut dire que certains élèves à besoins spécifiques se voyaient ainsi de facto privés d'un accompagnement destiné à les aider dans leur scolarité ou simplement orientés vers l'enseignement spécialisé. Deuxièmement, on a constaté que les outils mis en place jusqu'ici n'ont pas été accompagnés d'une diminution du nombre d'élèves dans l'enseignement spécialisé, alors que c'était un des objectifs qui avait été fixé. Donc la réforme que nous proposons dans le cadre du Pacte repose sur un complet changement de paradigme et permettra bien à tous les élèves à besoins spécifiques scolarisés en fédération Wallonie-Bruxelles d'être accompagnés si cela s'avère nécessaire. Cette réforme s'appuie, vous en avez déjà parlé ce matin, sur la création de pôles territoriaux qui sont des structures attachées à l'enseignement spécialisé et qui seront réparties sur l'ensemble du territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles afin justement de pouvoir prendre en compte tous les élèves à besoins spécifiques. C'est vraiment une chose sur laquelle j'insiste un peu, mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a des poches au sein du territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles où la prise en charge est, on ne va pas dire inexistante, mais en tout cas largement insuffisante. Et donc, dans un objectif d'équité, il est très très important qu'on puisse répartir cette prise en charge. En étant attaché à une école d'enseignement spécialisée désignée comme école-siège, les pôles territoriaux vont bénéficier de l'expertise développée depuis de nombreuses années dans l'enseignement spécialisé, notamment au départ de ce fameux mécanisme de l'intégration. Ce choix permet donc de mettre à disposition du personnel expérimenté de l'enseignement spécialisé dans les écoles de l'enseignement ordinaire qu'on appelle les écoles coopérantes
et qui seront toutes, là aussi j'insiste un peu, dans l'obligation de conventionner avec un pôle territorial. Et c'est comme ça évidemment qu'on va s'assurer de la prise en charge générale des élèves. Ce mode de collaboration permettra d'une part de diversifier et d'enrichir les expertises en matière de prise en charge des types de besoins spécifiques au sein d'un pôle territorial et d'autre part de favoriser une certaine proximité entre le pôle et les écoles de l'enseignement ordinaire coopérantes. Les pôles vont être composés d'un coordonnateur et d'une équipe pluridisciplinaire dans laquelle on pourra retrouver toutes les fonctions de l'enseignement spécialisé, des instituteurs, institutrices, des logopèdes, des ergothérapeutes, infirmiers, infirmières, kinésithérapeutes, psychologues, puériculteurs, puéricultrices. Les missions des membres de l'équipe pluridisciplinaire seront à la fois individuelles et collectives. Là aussi, j'insiste un peu parce qu'il y a beaucoup de fausses informations qui ont circulé à ce sujet. Et donc, il va s'agir pour un pôle, d'une part, d'informer les écoles concernant les aménagements raisonnables, on en a parlé tout à l'heure, les dispositions légales, la typologie, les fiches outils. D'autre part, d'accompagner les enseignants dans la mise en place d'aménagements raisonnables et, le cas échéant, accompagner les élèves à besoins spécifiques dans les écoles de l'enseignement ordinaire. De proposer des outils en matière d'accompagnement d'élèves à besoins spécifiques aux équipes pédagogiques et éducatives des écoles de l'enseignement ordinaire et d'accompagner les élèves à besoins spécifiques dans le cadre du dispositif d'intégration permanente totale. Ces derniers vont en effet continuer à bénéficier des périodes qui sont prévues par le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé. Et donc des périodes supplémentaires vont également être prévues pour les élèves qui présentent des troubles sensorimoteurs qui eux nécessitent un accompagnement plus important. Plus concrètement, les pôles territoriaux vont devoir veiller à s'adapter aux besoins spécifiques de chaque élève pris en charge. Les modalités de cet accompagnement seront adaptées en fonction de la réalité de l'école d'enseignement ordinaire et définies en collaboration avec le coordonnateur du pôle. Elles pourront recouvrir par exemple de l'aide dans l'organisation du travail afin de rendre l'élève le plus autonome possible, de l'accompagnement à la mise en place d'outils, entre autres l'outil numérique et la maîtrise des différents logiciels d'aide et de contournement, de l'adaptation des documents de l'élève, de l'accompagnement dans la gestion du comportement, un accompagnement à l'insertion socio-professionnelle, le cas échéant, etc. 48 pôles sont programmés à ce jour et 48 coordonnateurs sont en cours de recrutement. Dès qu'ils sont en poste, puisqu'il y en a déjà certains qui sont en poste, ils reçoivent un pot de période pour mettre en place les aménagements raisonnables au bénéfice des élèves. Pour le moment, ça se passe évidemment encore avec l'équipe de l'école spécialisée Siège qui gère actuellement les intégrations, mais les coordonnateurs des pôles désignés vont commencer petit à petit à pouvoir recruter leur équipe à partir de janvier 2022 pour pouvoir démarrer en septembre 2022 avec une configuration minimaliste des pôles. Donc tout ça est en train de se mettre en place, mais on est en pleine phase de transition pour passer du système d'intégration au système des pôles territoriaux. Alors, je vais rapidement passer sur les autres mesures qui ont déjà aussi été mises en œuvre par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour la création d'une école plus inclusive au sens large. On a le décret aménagement raisonnable qui date de 2017 et dont vous avez un peu parlé tout à l'heure, qui, alors ici je vais résumer un peu, vous m'excuserez, j'avais écrit qui oblige les écoles d'enseignement ordinaire à mettre en place des aménagements raisonnables depuis la rentrée 2018, avec les nuances qui ont été apportées tout à l'heure, effectivement, qu'on privilégie la conciliation, mais on a un petit peu quand même changé là aussi le paradigme. L'école est quand même obligée de faire des démarches quand une demande de protocole d'aménagement raisonnable est posée. Un autre dispositif, l'octroi de périodes complémentaires pour le renforcement du français comme langue d'apprentissage, d'ASPAFLA. Ici, on n'est pas évidemment dans la question des 10, mais ce sont des aides évidemment en vue d'une école plus inclusive au sens large. Ce sont des aides importantes aussi apportées aux enseignants des écoles ordinaires. Dans le même ordre d'idées, la mise à disposition de périodes complémentaires pour développer l'accompagnement personnalisé des élèves qui va arriver avec l'entrée en vigueur du tronc commun en première et deuxième primaire à partir de l'année prochaine et puis qui montera avec la cohorte d'élèves. Nous avons aussi l'encadrement complémentaire de logopèdes dans l'enseignement maternel, l'abaissement de l'âge de l'obligation scolaire à 5 ans,
Je ne vais pas faire tout un discours là-dessus, mais c'est un des enjeux très très importants en matière d'inclusion. Et enfin, la mise en place de classes à visée inclusive pour les élèves qui présentent un handicap intellectuel se développe et favorise les collaborations et les partenariats entre les écoles ordinaires et spécialisées en développant des moments de temps partagés entre les élèves qui fréquentent ces deux types d'enseignement et qui permet de développer des valeurs telles que la tolérance, le respect de la différence, la solidarité, etc. C'est-à-dire finalement le chemin vers cette société dans son ensemble qu'on voudrait plus égalitaire et plus inclusive. À ce jour, on a 26 classes à visée inclusive. Ça a beaucoup augmenté ces dernières années. Elles sont réparties sur tout le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, tant au niveau du fondamental qu'au niveau du secondaire. Et ma volonté est évidemment de continuer à encourager le développement de ce genre d'initiatives. Pour résumer, pour cette partie-là, je dirais que ce que je souhaite vraiment comme ministre de l'Éducation, c'est que chaque enfant bénéficie de l'enseignement qui correspond le mieux à ses besoins. Et comme je le dis, chaque fois que j'en ai l'occasion, pour une partie de ces élèves, l'enseignement spécialisé jouera ce rôle à merveille. Et la Fédération Wallonie-Bruxelles est réputée pour la très grande qualité de cet enseignement. Il faut le dire aussi parce que l'inclusion, on doit aller plus loin, c'est une évidence. Mais pour certains enfants, l'enseignement spécialisé est une solution évidemment qui convient très bien. Également, il faut aussi féliciter le travail des équipes de l'enseignement spécialisé. Mais pour d'autres élèves qui présentent un handicap ou un trouble d'apprentissage, l'enseignement ordinaire peut aussi, moyennant l'accompagnement adéquat, être une voie enrichissante. Donc notre rôle finalement, c'est de faire en sorte de trouver la meilleure voie pour chaque enfant et que chaque élève puisse trouver la place qui lui convient le mieux dans notre système éducatif. Alors, l'autre chantier du pacte pour un enseignement d'excellence qui nous intéresse aujourd'hui, je vous l'ai dit, c'est celui de la transition numérique. Alors, je vais vous en parler de manière plus large que spécialement pour les élèves à besoins spécifiques, parce que ça fait l'objet d'un chantier évidemment à part entière. À nous évidemment de trouver la manière de faire convenablement le lien de manière efficace entre ces deux chantiers. Et donc, par rapport à la transition numérique, la pandémie mondiale et le passage de l'école pour une grande partie au distanciel nous ont amenés à faire un bond de géant en la matière, en réalité contraint et forcé. Il paraît fondamental que l'enseignement ne rate pas le tournant du numérique. L'introduction d'outils numériques dans les apprentissages apparaît évidemment comme une nécessité, mais on ne peut l'envisager sans penser les contenus des apprentissages, la formation des enseignants, l'accompagnement pédagogique ou encore le soutien technique à apporter dans les écoles. Par ailleurs, les disparités en termes d'acquisition des compétences numériques à l'école ont un impact en matière d'accroissement des inégalités, il faut en être bien conscient. Certains sont mieux équipés que d'autres pour faire face aux défis de la société de demain et sont plus à même de bénéficier des opportunités de la numérisation, de l'innovation, etc. Et donc, si nous voulons que la société de demain soit inclusive, l'acquisition des compétences numériques par tous est essentielle. À cet effet, nous avons une stratégie numérique pour l'éducation qui développe une vision intégrée de la transition numérique dans l'enseignement obligatoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et elle insiste sur l'importance de développer le numérique, c'est-à-dire les compétences des élèves, la formation et l'accompagnement des équipes éducatives et l'équipement dans les classes et les ressources numériques. Un enjeu important concerne en effet l'utilisation des ressources numériques pour répondre aux besoins spécifiques des élèves et on ne peut que saluer à ce titre les différentes initiatives qui se développent. Vous n'êtes pas sans savoir, parce que vous êtes quasiment les premiers concernés, que l'utilisation des ressources sous format numérique contribue de manière décisive aux apprentissages et peut souvent représenter un facteur de motivation certain pour les élèves. Cette utilisation permet d'envisager une approche différenciée des apprentissages et facilite la mise en place des aménagements raisonnables pour les élèves à besoins spécifiques. Le numérique peut avoir une réelle utilité dans son usage auprès des élèves présentant des troubles d'apprentissage. Il existe une multitude d'outils développés ou détournés afin de compenser les difficultés d'apprentissage de ces élèves à besoins spécifiques. Ces outils peuvent être utiles dans la réduction du fossé entre les apprenants, ainsi que dans la réduction de la situation inégalitaire dans laquelle se trouvent les élèves 10 face à une situation d'apprentissage non adaptée à leurs besoins. À titre d'exemple, nous pouvons citer l'utilisation de l'ordinateur ou des tablettes claviers en classe pour les dysgraphiques sévères, les dysorthographiques, dyslexiques, etc. On en a parlé tout à l'heure. Ces outils font partie intégrante de la panoplie d'aménagements raisonnables qui sont prévus par le décret qui a été voté au Parlement en 2017. Alors,
maintenant, on doit définir les compétences de la société numérique, sensibiliser et inciter les équipes pédagogiques à développer le numérique dans leur plan de pilotage, tout en respectant évidemment la liberté pédagogique de ceux-ci. On peut mentionner différentes mesures. En matière d'outils numériques, le gouvernement s'est emparé de la question en mettant en place une task force équipement et connectivité afin de répondre au mieux aux besoins des écoles et de leurs élèves. On a dû aussi réagir en urgence dans une situation de crise où il fallait équiper les familles, donc ça n'a pas été évident. On a dégagé en urgence un budget de 25 millions d'euros, dont 10 millions d'euros pour permettre aux écoles d'acheter rapidement un stock de matériel informatique qui pourra être mis à disposition des élèves qui n'en ont pas à la maison et qui était nécessaire pour suivre un enseignement à distance. Une partie de l'enveloppe, 15 millions, ont été mis à disposition pour permettre aux parents de louer ou acheter un ordinateur pour les enfants scolarisés dans le secondaire. C'était pour répondre à la problématique du passage à l'hybridation qui s'est décidé l'année passée. En matière de formation, on a un module de formation enseignement hybride qui a été mis en ligne dès la rentrée de septembre 2020. Et par ailleurs, il existe un catalogue régulier de formation numérique qui est proposé par l'Institut de formation continue. C'est pas moins de 90 intitulés en lien avec le numérique qui ont été mis à disposition des équipes éducatives. En matière de compétences numériques des élèves, là, dans le cadre du futur tronc commun, on a un référentiel qui s'intitule « Applications technologiques et manuelles » qui est en cours de finalisation et qui définit une série de compétences numériques que les élèves vont devoir acquérir tout au long de leur scolarité. L'ambition portée par ce référentiel est d'amener tout élève à percevoir le potentiel des outils numériques et à évaluer l'impact de leur utilisation, notamment sur les plans sociétal, écologique, de la sécurité du web, de la gestion de son identité numérique. Il s'agit donc entre autres d'investir dans les compétences numériques afin de promouvoir l'égalité des chances dans un monde devenu numérique. Mais la grosse différence avec ces référentiels de tronc commun, c'est que pour la première fois, on a mis par écrit ce qu'on attendait en termes d'apprentissage année par année en la matière. En matière de ressources numériques, il existe au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles 2 plateformes, une développée en urgence par la Fédération qui s'appelle API, et qui permet globalement aux équipes éducatives d'organiser des activités, des apprentissages à distance et qui peut également s'insérer dans le cadre d'un enseignement hybride. Tout établissement qui fait le choix d'API bénéficie d'outils de création de contenu pédagogique numérique et de parcours pédagogiques scénarisés, d'outils de suivi des apprentissages, carnets de notes, différenciation, etc., d'outils de communication entre enseignants ou entre enseignants et élèves, de solutions de partage, de ressources entre enseignants ou entre enseignants et élèves. Et à ce jour, API compte plus de 300 000 utilisateurs. Alors que c'est un outil qu'on a développé au moment de la crise, donc c'est assez récent. Ensuite, il y a la plateforme eClass qui, elle, concentre plus de 6 000 ressources pédagogiques à l'attention de la communauté éducative. Cette plateforme envisage à terme et dans une phase ultérieure le développement de co-construction et de collaboration pour permettre aux enseignants de créer ensemble des outils et des ressources, moyennant évidemment quand même certains mécanismes de validation, mais l'idée c'est que ce soit une plateforme aussi où on peut partager. Également l'ajout de modules de formation continue en ligne à destination des enseignants en collaboration avec l'IFC et éventuellement d'autres opérateurs de formation. Donc là, on n'est qu'au début du potentiel de eClass, mais il y a des potentialités de développement qui sont immenses. Et enfin, comme je le disais, ce n'est pas tout d'équiper les classes et les élèves, on doit également penser l'accompagnement. Et il m'a donc paru nécessaire d'augmenter le nombre de conseillers technopédagogiques afin de soutenir les équipes éducatives dans leur hybridation ou plus fondamentalement dans un souci de transition numérique globale de l'établissement. Je suis désolée d'avoir été un peu longue, mais c'est vrai que ce sont 2 sujets pour lesquels la Fédération Wallonie-Bruxelles est un peu à la croisée des chemins, dans des tournants en réalité. Et donc j'avais beaucoup de choses à vous dire et je me tiens bien sûr à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci.